Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord noter, pour commencer, 2 points de satisfaction à mettre au crédit de ce rapport. Vous notez dès le préambule, je vous cite, « La crise du Covid-19 révèle l'extrême vulnérabilité du modèle économique mondialisé tel qu'il est à l'œuvre aujourd'hui. » Bien. Et d'autre part, concernant les chaînes d'approvisionnement essentielles françaises, je vous cite toujours, vous dites la notion d'indépendance et de résilience ne sont plus des orientations accessoires, mais bien des impératifs stratégiques. Je suis ravi. On se réjouit donc que vous reconnaissiez explicitement que depuis 25 ans, les souverainistes avaient raison, même si vous dites indépendance au lieu de souverainisme, vous ne nous avez pas encore prononcé le mot, mais on ne perd pas espoir. Pour le reste, ce rapport appelle plusieurs analyses. On n'a pas le temps de tout analyser, malheureusement. Je voulais parler de la ligne Orléans-Châteauneuf, mais Christian Boulot en a parlé avec beaucoup de précision, beaucoup de détails, et il l'a fait d'une manière beaucoup plus complète que je voulais le faire, donc c'est pas la peine de faire des choses redondantes. Je m'associe tout à fait à ses propos. Par contre, je voudrais vous noter d'autres choses. Moi, dans ce CPER que j'ai lu attentivement, j'ai trouvé qu'il y avait une chose très étonnante et même incompréhensible, c'est que vous présentiez un bilan du CPER hors volet mobilité. Je ne comprends pas. Pour une collectivité dont c'est la compétence principale, et sachant que le volet mobilité représente à lui seul près de la moitié du CPER, d'ailleurs j'ai vu que le Césaire le notait dans son rapport, il est bien évident que par rapport à votre présentation, si on introduit le volet mobilité, le taux de programmation et d'engagement chute de moitié. Donc, sans vouloir dire de mots désagréables, ça porterait à considérer, si on voulait être tatillon, que la présentation de votre rapport, en termes juridiques, est quand même à la limite du non sincère. Ensuite, ce document, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. Il anticipe déjà très largement le CPER 2021-2027, et ce que j'ai noté, c'est intéressant d'ailleurs en lisant ce document, j'ai trouvé que c'était un condensé de l'esprit général de votre politique, que je respecte par ailleurs, mais il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire cette manière d'être en permanence dans des flux de contradictions vitales qui s'anéantissent les unes les autres. Je m'explique. Au nom du progrès, vous êtes dans une déstabilisation permanente des choses, qui vous donne sans doute l'impression d'agir, mais qui crée en continu les problèmes du futur. Est-ce qu'on ne pourrait pas un petit peu, dans les politiques publiques, que ce soit dans les collectivités ou à l'échelle de l'État d'ailleurs, un petit peu calmer le jeu, parce que est-ce que c'est pas une des choses dont les Français ont envie et besoin, c'est de calmer les choses et d'arriver à régler les problèmes existants et notamment à les financer. J'entendais Madame Beignet qui disait à juste titre d'ailleurs, on se sent comme des parachutistes qui sautent sans parachute. Mais on en est là aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen un petit peu de calmer les choses au lieu de toujours vouloir être dans ce piège du progrès, à toujours inventer des nouvelles choses qui créent les problèmes du futur? Je vous cite juste quelques exemples. Vous courez après, je parle du CPER là, vous courez après une adéquation de l'offre de formation, par exemple, ce qui est tout à fait louable, une offre de formation aux besoins réels des entreprises, mais vous avez été de ceux, pour la plupart d'entre vous, qui depuis des décennies ont soutenu ces politiques 100% bacheliers en omettant de dire aux jeunes que 100% de bacheliers, ça fait pas 100% de cadres, mais 90% de chômeurs. Parce que pour choisir, à 20 ans, de monter des parpaings sous le soleil, c'est pas d'un bac dont on a besoin, et ça, il y a très longtemps qu'on le savait, mais c'est d'une vraie reconnaissance du métier de maçon, et c'est d'un bon salaire valorisant. Vous prétendez, par exemple, vouloir lutter pour éviter la fracture numérique. Mais elle existe déjà dramatiquement aujourd'hui du fait de votre absolutisme numérique. Forcené, et pour reprendre le terme que j'ai trouvé épouvantable mais à la fois bon du Césaire, c'est le terme d'électronisme. Ce terme d'électronisme, il est déjà vécu par de nombreuses catégories sociales comme une injustice violente. Là, aujourd'hui, dans nos campagnes, comment ils font, les petits vieux de mon village, pour prendre leur rendez-vous, aujourd'hui, chez un médecin qui n'existe pas, par Doctolib, dont ils ignorent l'existence, sur un ordinateur qu'ils ne possèdent pas puisqu'ils ne sauraient pas s'en servir. Ça, c'est la réalité du terrain. Vous pestez à longueur d'année contre la baisse des aides de l'État, pour cause de disparition généralisée de l'argent public, on l'a tous constaté. Mais vous multipliez année après année les emplois subventionnés jusqu'à la déraison au travers des dizaines d'organismes sous perfusion publique que vous continuez de créer. Vous colmatez en urgence, on y revient, et la main sur le cœur, l'effondrement des lignes ferroviaires du quotidien.
Et je veux louer au passage les efforts que fait la région en urgence pour tout un tas de sauvegardes. C'est vraiment de survie de petites lignes. Mais cet effondrement, il est malheureusement le pur produit de la doctrine de métropolisation des territoires que vous avez toujours ardemment voulu développer sous l'égide de l'Union européenne. Et on pourrait comme ça multiplier les exemples. Mais ainsi va votre politique. Il semble que pour vous, un CPER consiste à inventer et mettre en place en permanence les difficultés du suivant. Je vous remercie.